Merci beaucoup de m'accueillir. Je viens devant vous en tant que témoin privilégié et actrice de l'élaboration de la loi et en tant que militante écologiste convaincue de l'importance de l'école et de toutes les contributions éducatives dont peut et doit bénéficier un enfant. On va faire un peu d'archéologie. Enseignante, j'ai enseigné et fait grève sous Fontanet, Aby, Bellac, Savary, Chevènement. Je vois que certains aux cheveux gris se souviennent, que les jeunes disent Fontanet, qui ça? Présidente de région puis conseillère régionale, je l'ai été sous Monory, Jospin, Lang, Bérou, Allègre. Et j'ai pu désamianter les lycées de cette substance qui, comme disait notre ministre Allègre, ne pose aucun problème. Sénatrice, j'ai débattu avec Lang, Ferry, Fillon, Darcos. Et enfin, présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication avec Châtel et Payon. Et maintenant, membre du CSP, je me retrouve sous la présidence du recteur Boissineau, qui fut directeur de cabinet de Luc Ferry. Voilà d'où vient mon expertise d'usage. Les dégâts passés avant la loi, avant la réforme, ne doivent quand même pas être oubliés. Dans un contexte d'hymne à la réussite qui s'est vite muté en exhortation du plus fort et en exclusion des plus fragiles, on a vu se multiplier les évaluations, les statistiques, les mises en stress des élèves, mais aussi des parents, des enseignants, la mise en concurrence des établissements, la fin de la carte scolaire et des décisions échappant au Parlement, comme le bac pro en 3 ans ou cette fin de carte scolaire. Les lois de finances successives ont achevé la suppression de 70 000 postes entre 2008 et 2012, et le pire fut la fin de la formation pédagogique des enseignants, conjuguée à la RGPP, dont le rapport annuel de la Cour des comptes de 2012 pointait les pires effets. Plus de 15 000 enseignants stagiaires, amputés d'une année de formation, se sont retrouvés devant 500 000 élèves dans les classes. Pour nombre d'entre eux, la situation fut aggravée par des conditions d'exercice d'autant plus compliquées qu'ils débutaient. De nombreux enseignants stagiaires ont été amenés à effectuer des heures supplémentaires, jusqu'à 35% dans une académie de l'Est de la France. La part des enseignants stagiaires en poste dans l'éducation prioritaire était supérieure aux enseignants titulaires dans 7 académies: Aix-Marseille, Amiens, Besançon, Caen, Guyane, Martinique, Montpellier. Le phénomène d'affectation dans différents établissements n'épargna pas les enseignants stagiaires, jusqu'à 3 établissements par individu. Stress, déprime, abandon de carrière ne furent pas qu'un épiphénomène. On alla de la démotivation à une vraie crise de vocation. Alors on va positiver, on a tourné la page. La loi de refondation de l'école a été précédée par la décision budgétaire de création de 10 000 postes et la promesse de 60 000 sur 5 ans. Et cela a vraiment marqué un changement de discours et un changement de cap dans les faits, dans le budget. L'actualité et les récents honteux événements de non-levée de l'immunité parlementaire de Dassault ne sont pas favorables à ma position aujourd'hui pour vous faire l'éloge du Sénat. Il n'en demeure pas moins que le projet de loi Payon était sorti sans grande amélioration de l'Assemblée et que la commission du Sénat l'a sérieusement amendé en bien. La rapporteure Françoise Cartron ne ménagea pas ses efforts. Des contributeurs comme les cahiers pédagogiques, ATD Carmon, École et Nature, le MAN, l'ICEM et bien d'autres, je ne vais pas faire la liste de vos invités, eurent notre oreille et notre proposition se trouva enrichie. Malgré la séparation des pouvoirs, il faut que vous sachiez qu'il est de bon ton que la rapporteure, avant le débat dans l'hémicycle, aille s'enquérir auprès du cabinet du ministre des avis que celui-ci rendra sur la nouvelle version écrite par les parlementaires.
Eh bien, je peux vous dire, sans indiscrétion, qu'il fallut tout le sang-froid de la rapporteure pour supporter le mépris du genre. Ce n'est pas parce que la présidente de la commission et vous-même avez enseigné, l'une en collège et l'autre en maternelle, que vous pouvez vous autoriser à corriger ce qui vient des spécialistes d'un ministère. Les jeunes arrogants du cabinet en furent pour leurs frais, parce que les deux nanas que nous étions ont tenu bon. Sans reprendre l'intégralité du projet de loi tel qu'il a été amendé par le Sénat, permettez-moi de souligner quelques apports dont nous pouvons nous réjouir. Nous avons réécrit l'article 3 de la loi définissant les principes de l'éducation. Il faut que vous sachiez que cet article avait sauté en première lecture à l'Assemblée, qui lui avait préféré la mise en exergue des symboles de la République. Nous l'avons réintroduit en le qualifiant, reconnaissant, je cite, que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser, veillant à l'inclusion scolaire de tous et à la mixité sociale des établissements. Il est écrit, pour garantir la réussite de tous, l'école se construit avec la participation des parents, quelle que soit leur origine sociale. Elle s'enrichit et se conforte par le dialogue et la coopération entre tous les acteurs de la communauté éducative. Il est aussi écrit, le service public de l'éducation fait acquérir à tous les élèves le respect de l'égalité, dignité des êtres humains, de la liberté de conscience et de la laïcité, par son organisation et ses méthodes comme par la formation des maîtres qui y enseignent. Il favorise la coopération entre les élèves. Pour donner corps à cette nécessité de coopération des acteurs éducatifs et des enfants, nous avons par exemple réussi à poser le principe que l'éducation populaire apporte sa pierre à l'édifice commun et à la faire reconnaître dans le système éducatif. Par ailleurs, nous avons associé l'usage du numérique à la notion de coopération. Bon, j'arrête là le catalogue. Il faut que vous sachiez que le débat se fit quand même sous tension. Sans l'accord des 4 groupes de la majorité au Sénat, rien ne passe. Nous venions de voir la Haute Assemblée refuser le budget de la sécurité sociale, refuser la loi de finances, refuser la loi Brottes sur l'énergie, refuser la loi électorale sur les cantons. La modification de la répartition du temps scolaire obligatoire prise par décret le 24 janvier, à peu près 6 mois avant la promulgation de la loi, est arrivée sur fond de crispation sur une décentralisation qui transfère sans cesse des charges aux collectivités exsangues. Les communistes, porteurs des revendications de certains syndicats, firent du pilotage centralisé, de l'uniformité des programmes, de la non-décentralisation de l'orientation, de la défiance des nouveaux rythmes, leur cheval de bataille. Ils voulaient aussi supprimer le mot socle et éradiquer le mot compétence. Un amendement écologiste vantant les compétences telles que décrites par l'Union européenne, faillit provoquer le clash. Et pour obtenir une majorité, nous y avons renoncé. Et il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur l'ambiguïté de ce mot « compétence ». Les médias, dont vous avez parlé, ne suivirent pas du tout ces aléas, préférant monter en épingle une considération modérée que j'avais faite sur la phrase « qu'un sang impur abreuve nos sillons », en félicitant Payon d'avoir écrit que le texte serait situé quand même dans son contexte. Philippot, vice-président du Front National, a demandé ma démission, mais je n'ai pas donné suite. C'est le projet éducatif de territoire, PEDT, qui paya le prix fort des divergences au sein de la majorité. Il fut relégué à la fin de la loi, minoré dans son ambition, privé d'outils de vie réels. La droite et les centristes s'opposèrent globalement au projet. Il y a la navette parlementaire. Ce travail fait, l'Assemblée accepta nos belles modifications. Mais quelle ne fut pas notre surprise en fin de navette, en seconde lecture au Sénat, de voir le ministre tenter de jouer une troisième mi-temps
avec des amendements du gouvernement supprimant des acquis qui nous étaient chers, comme les intervenants issus de l'éducation populaire dans les écoles de formation. Là aussi, ce fut l'ultime bras de fer, nous n'avons pas cédé et le texte non modifié fut promulgué en juillet. Dernier point, le plus important, je crois, parce que ça c'était de l'histoire, ce qui se pose aujourd'hui, au-delà des arbitrages appréciables ou regrettables, c'est une vraie question de démocratie. Je n'aborde pas ici la participation des uns et des autres à l'élaboration d'une loi ou les aléas des débats dans l'hémicycle déjà cités. Je veux parler de ce qui va se passer après la promulgation de la loi. Entre ce qui se met en œuvre et ce qui a été voté, il y a des distances parfois vertigineuses. 3 points. La formation des maîtres. Désormais garantie par 2 années en SP, elle devrait bénéficier de l'intervention pédagogique des universitaires disciplinaires, en lettres, en maths, en sciences de l'éducation, des maîtres d'école expérimentés, dont le ministre Peillon disait que quand ils viennent intervenir, ils seront remplacés par les inspecteurs dans leur classe. À chaque fois, ça fait rire, donc des acteurs, mais c'est dans le journal officiel, c'est à vous de vous appuyer là-dessus. Des acteurs de l'éducation populaire, dont ceux de la culture scientifique et de la résolution non violente des conflits, et enfin des artistes. Dans les faits, les universités qui hébergent et gèrent les SP dans leur grande majorité ne sont pas pressés de prendre connaissance de leurs devoirs, ni de partir à la recherche d'intervenants non universitaires. Et le risque existe de voir les SP devenir variables d'ajustement des ressources humaines de discipline non requises pour d'autres masters. Dans les faits, les pouvoirs publics ne se sont pas non plus activés pour diffuser l'information auprès des différents réseaux afin que ceux-ci aillent frapper à la porte des universités. Tout comme les mouvements pédagogiques n'ont pas encore trouvé la place qui leur revient dans les structures décisionnelles. Certes, le calendrier était en tension. La loi refondation de l'école a été promulguée le 8 juillet 2013 alors que les maquettes des universités pour les SP remontaient au ministère de l'Enseignement supérieur en même temps. Mais l'année prochaine doit être différente et il faut s'en donner les moyens. C'est pourquoi j'ai installé une mission sénatoriale d'information sur l'installation des SP afin de faire vivre ce qui a été arraché de haute lutte. Mais je pense que vous devez aussi aller frapper aux portes des universités, voire faire remonter vos témoignages à la mission du Sénat auprès de son président, le parlementaire Magnier. Sur ces dernières thématiques, une offre des réseaux peut être très positive. Par exemple, la coordination pour l'éducation non violente et pour la paix va lister ses intervenants disponibles pour formater des modules et les proposer aux universités. Deuxième exemple, le socle de compétences, de connaissances et de culture. En instaurant un nouveau Conseil supérieur des programmes, le gouvernement s'est doté d'un outil de proposition alimenté de parcours et de convictions de 18 membres, présidé par le recteur Boissineau. Maternelle, charte des programmes, nouveau socle, enseignement moral et civique, parcours d'éducation culturelle et artistique, les lettres de commande se succèdent et se succéderont. Cependant, le calendrier contraint met 2 fois par mois des membres qui ne se connaissent pas en demeure de produire une synthèse sur des sujets dont ils n'ont pas tous le même niveau de maîtrise. Ainsi, le rendu du socle était prévu pour janvier, alors que nous nous sommes installés il y a quelques mois. Et devant quelques expressions d'inquiétude des membres, il nous a été dit que nous ne devions pas nous inquiéter. Des groupes d'élaboration issus de la DGESCO se chargeraient de faire le travail. Eh bien moi,
comme beaucoup de mes collègues, nous n'imaginons pas nous associer à une instance sans prendre notre part de responsabilité des contenus proposés. Nous avons été plusieurs à réagir, ce qui a permis de desserrer l'agenda. Nous écrirons nous-mêmes ce dont nous porterons la responsabilité avec tout l'éclairage de tous les partenaires, dont la DGESCO. Reste la méthode globale. Pendant que le CSP fouille le socle et les programmes, ont été installées d'autres instances. Le Conseil national du numérique, dont la concertation actuelle se penche sur l'école, le Haut Conseil de l'éducation artistique et culturelle, la mission de réflexion sur l'enseignement de la morale laïque, le Conseil national éducation économie. Et il nous vient cette question, qui fait quoi? Et qui, face à des productions divergentes, éventuelles, de ces différents groupes, fera l'arbitrage? Troisième exemple, la prise en compte des rythmes de l'enfant dans la gestion du temps de l'école. Le temps de l'enseignement scolaire n'a pas changé. Sa nouvelle répartition a ouvert l'opportunité d'activités après la classe et l'entrée de nouveaux intervenants dans l'espace scolaire. Mais pratiquement, sans travail concerté sur les locaux, sur l'articulation entre enseignement et activité du point de vue de l'enfant, sans dialogue entre parents, enseignants, élus, et un dialogue demande de la volonté du temps et un lieu identifié, comment espérer qu'il n'y ait pas de couac? Sans l'affirmation d'une ambition épanouissante et émancipatrice pour tous les enfants, comment s'étonner de montages inacceptables où priorité est donnée aux élèves dont les deux parents travaillent, au risque d'exclure les chômeurs? La loi précise qu'un lieu identifié est réservé dans chaque école aux parents. La loi est-elle appliquée? Par contre, vous avez droit à la charte laïque sur tous les murs. Ça a été immédiat. Enfin, pour faire de l'animation, il faut des forces vives. Si la ministre de l'Éducation populaire affiche le maintien des subventions de son ministère au réseau associatif, les derniers budgets ont vu l'érosion massive, quand ce n'est pas la disparition, des soutiens des autres ministères aux actions. Par exemple, les petits débrouillards ont reçu une totale fin de non-recevoir quasi méprisante du cabinet de Payon. Mais il ne manquera pas de discours à la gloire de la culture scientifique. Pour la deuxième étape de mise en œuvre de la réforme, dite des rythmes scolaires, nous devons encore trouver des formes de partage et de mutualisation permettant de faciliter l'emploi stable d'intervenants auprès des enfants. Il s'agit tant d'un soutien constructif au secteur associatif que d'équité territoriale. Le renforcement du dialogue État, collectivité, association est une nécessité. La ministre Fourneron avait lancé un travail sur une charte d'engagement réciproque. Un rapport lui a été remis. La balle est désormais dans le camp des trois parties, niveau région, niveau département, niveau commune, mais l'engagement des collectivités se fait encore attendre. En conclusion, la diversité de vos ateliers est vraiment le reflet d'une vraie richesse, mais il ne faudrait quand même pas que vous soyez les abeilles butineuses et vertueuses hors de la ruche, pendant que les bourdons se prélassent à l'intérieur. La loi n'est pas pleinement satisfaisante, mais elle ouvre de nouveaux espaces, plaçant par exemple la coopération, la mixité scolaire, le soutien à l'esprit d'initiative au cœur du projet. Elle s'ouvre aux enjeux actuels, projets innovants, expérimentation pédagogique favorisant l'usage du numérique et la coopération, ou sensibilisation à la nature et à la compréhension et à l'évaluation de l'impact des activités humaines sur les ressources naturelles. Faire vivre ces arbitrages positifs est de la responsabilité de tous. La qualité du projet a eu besoin de votre intelligence collective sur le terrain et pendant le débat sur la loi. Elle a encore besoin de votre énergie collective pour que les avancées, fussent-elles modestes, prennent vie et sens. Je vous remercie.